Eh bien, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on reçoit Yuri. Ben oui, Yuri Chassin, le méchant député indépendant qui fait chier tout le monde à l'Assemblée nationale et qui, depuis une semaine, n'a pas le droit d'aller aux toilettes, surtout. Fait qu'on va essayer de comprendre pourquoi. Salut Yuri, merci d'être avec nous. En plus, je t'ai écrit un peu, ben pas dernière minute, c'est parce que j'ai vu l'article de Radio-Canada qui est sorti, que je vais faire apparaître à l'écran, qui nous dit que malgré tes efforts, tu n'as pas réussi à faire bloquer le projet de loi 3 sur la carte électorale, un projet de loi qui, semble-t-il, là, il y avait urgence en la demeure de redessiner la carte pour y ajouter 2 sièges, si ma mémoire est bonne. Donc, le Québec a déjà plus de sièges que toutes les autres provinces, peu importe le nombre de personnes qu'on est. Si vous regardez en Ontario, on en a plus que les Ontariens, beaucoup plus, même s'ils sont le double de notre population. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi cette histoire-là? Puis plus largement, comment tu vois un peu l'idée qu'on a pacté l'agenda législatif à quelques jours, quelques semaines à peine de la fermeture de l'Assemblée, puis vite, 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 on va vous passer une constitution, une réforme de la loi électorale, des lois diverses. Moi, je suis un peu, honnêtement, dépassé par tout ça. Je pense, j'ai l'impression que c'est comme, tu sais, quand on dit c'est napkinien, là, on dirait que c'est un peu là qu'on est là, en ce moment. Puis entre un projet de loi, mettons, par rapport à la langue française pour coincer les libéraux à la veille des élections, un projet de loi comme la Constitution qui est, je veux dire, immense, qui a des conséquences énormes, puis à la limite, là, je veux dire, peut-être des projets de loi plus centrés sur les préoccupations des Québécois qui regardent le logement, le coût de la vie, etc. Il me semble que la priorisation est étonnante de la part du gouvernement, mais il y a, entre autres, la volonté du gouvernement et des partis d'opposition qui s'y sont mêlés, là, parce que ça a été ça aussi, là. La volonté de parler de carte électorale. Pourquoi? Ben parce qu'effectivement, on approche des élections, mais parce qu'il y a un processus à chaque 2 élections là, qui part, dans le fond, avec une commission de représentation électorale, puis qui refait la carte électorale, qui change un peu les limites des comtés, puis à la limite, là, justement, qui peut en créer des nouveaux ou en enlever, parce que la population bouge, parce que les électeurs ne sont pas toujours aux mêmes endroits. Et dans les Laurentides, par exemple, là où moi j'ai mon comté, on est en croissance démographique comme jamais. Et il y a d'autres endroits qui soit se dévitalisent, soit ont une petite augmentation de population, mais très petite. Et donc, leur poids électoral devrait diminuer pour le refléter. Mais c'est donc dur d'enlever des comtés. Et on peut se comprendre. Des fois, il y a des raisons, même objectives, là, en termes de représentation d'un coin de pays. Ben, c'est vrai que Bonaventure, Gaspé, Matane-Matapédia, c'est très grand. En fait, Matane-Matapédia, c'était 2 comtés il n'y a pas si longtemps qui ont été fusionnés en un seul. Mais la Gaspésie perdrait un comté et l'Est de Montréal perdrait un comté parce que la commission de représentation électorale, qui est neutre, qui est indépendante et qui a cette responsabilité-là, hein, vraiment, euh, a décidé que, ben, là, on regarde tout ça pour que ça ait de l'allure, pour que les électeurs aient un poids électoral à peu près similaire, plus ou moins 25 ça prend une nouvelle carte. Puis voici la carte qu'on va suivre pour les prochaines élections, qui a été, dans le fond, publiée officiellement le 14 janvier dernier, qui va rentrer en vigueur là, dans à peu près un mois. Mais les parlementaires ne sont pas contents, ça fait qu'ils ont décidé de faire d'autres choses. Puis Hmm. là, ça, c'est comme problématique parce qu'il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Les gens disent, ah, la loi électorale, on s'en fout un peu, puis tout, mais c'est des principes qui sont attaqués dans cette histoire-là. On va comprendre bien des affaires. Il y a un principe qui est la représentation électorale. On a choisi une représentation
géographique au Québec. Ce que ça veut dire, c'est que ben, un comté doit avoir un certain nombre d'électeurs à l'intérieur. Tu sais, on se dit, si un comté représente 60 000 électeurs dans la région de Québec, ben, ce serait logique qu'il y ait à peu près 60 000 électeurs dans la région de Montréal ou tout ça. Puis là, il arrive les nuances évidentes. Tu sais, ouais, mais là, ça donnerait trop de poids aux régions urbaines par rapport aux régions éloignées. On peut penser immédiatement au contexte très particulier, par exemple, des îles de la Madeleine. Là, tu te dis, est-ce que l'île de la Madeleine devrait être fusionnée avec la Gaspésie? Personne ne pense que c'est une bonne idée. Ils vivent une situation qui est particulière de leur côté. Fait qu'il y a des exceptions qui sont possibles, ainsi de suite. Mais, comme tu disais, la population bouge, on s'urbanise beaucoup, on se densifie beaucoup. Donc, c'est impossible de garder toujours la même carte électorale. Cette carte électorale-là a des impacts partisans à chaque fois qu'elle est modifiée. Ça facilite l'élection ou ça nuit à l'élection de membres du Parlement qui sont déjà en place. Puis, fait que là, il y a tout le concept de représentation électorale qui est touché. Puis l'autre concept, la raison pourquoi on utilise une commission indépendante, c'est qu'on veut éviter que le gouvernement ou les élus soient jugés partis. Et là, toi, dans le fond, la raison pourquoi tu t'opposais à tout ça, c'était surtout sur le deuxième concept, de dire, ben là, présentement, le gouvernement et les partis d'opposition qui appuient le gouvernement, vous êtes présentement jugés partis, donc c'est pas vous qui Hmm. devrez décider. Puis, justement, puis à la limite, c'est même le directeur général des élections, puis les deux autres commissaires là, qui forment la commission responsable de faire ce redécoupage-là, disaient, ben, ce n'est pas aux joueurs d'arbitrer la partie. Pourquoi? Parce qu'il faut, en fait, croire à la légitimité de ces élections-là, puis c'est ce qui fonde notre légitimité comme député à l'Assemblée nationale. C'est tout ce processus. La démocratie, c'est oui un vote aux 4 ans, mais un vote qui signifie quelque chose, qui a un poids un peu similaire. C'est un déroulement, c'est des dépenses électorales. Il y a un ensemble de lois, de règles, de traditions aussi, là, de coutumes, certaines qui sont codifiées dans la loi électorale, là, donc qu'on a déjà adoptée à l'Assemblée nationale, c'est notre propre loi, puis d'autres qui sont effectivement des règles dépendantes d'institutions qui sont un peu à part. C'est correct, ça. On ne va pas demander, comme dans certains pays, que le gouvernement décide trop, là, qu'on va ici décider, par exemple, que ben, tel district, là, on va le réaménager. Hein? Puis aux États-Unis, ce qu'on appelle le gerrymandering, c'est un peu, ben moi j'ai un coin un peu trop démocrate à mon goût, puis je suis républicain, c'est que je vais le donner à mon voisin démocrate qui va être bien content de l'avoir. Lui il va me donner son petit bout un peu plus républicain. Tu sais. Puis là, ben, ça devient des cartes électorales où effectivement il y a de la politique là-dedans. Et là, il y a de la politique parce que c'est le poids électoral de la Gaspésie qui est défendu par les élus de la Gaspésie. Je ne suis pas sûr qu'ils réalisent que ou enfin, ils pensent qu'un député de plus, d'avoir 3 députés pour la Gaspésie de la Madeleine versus 2, ben, je peux comprendre là, que ça soit important pour eux à prime abord, mais peut-être qu'ils y voient trop un facteur de développement. Dans l'Est de Montréal, là, on se comprend, Montréal Et, va passer de 27 à 26 députés. C'est un drame. Donc, on voit que ce n'est pas du tout la même réalité, mais à chaque fois qu'on parle, finalement, c'est difficile. mais aux États, C'est un tu, peu tu ça. parlais tu parlais de l'exemple américain. Aux États-Unis, Mhm. il y a une base constitutionnelle à ça. Là. Tu sais, c'est l'article 1, bon, d'une telle section Exact. de la Constitution qui définit les représentants, notamment. Tu sais, si vous regardez là, sur Internet, vous pouvez voir au début de l'entrée du Texas dans les États-Unis, il y avait 8 votes au collège électoral. C'est passé progressivement de 8 à 10 à 20 et aujourd'hui, ils en ont 40. Pourquoi? Parce que certains États perdent de la population, comme la Californie, d'autres États en gangs, mais il est arrivé la même chose avec la Floride qu'avec le Texas, l'État de New York. Bon, parce qu'il y a une migration de la population. Aux États-Unis, c'est pas le président qui se lève un matin et dit ben là, le Texas, je vous donne 2 votes de plus. Il y a une base constitutionnelle à ça, puis après, il y a comme une joute politique. Chez nous, c'est quoi la base comme légale Mhm. pour décider de ça? Parce que là, on dirait qu'on est un peu perdu, on regarde ça, mais on se dit, non, c'est juste Exact. l'Assemblée qui décide ça sur le coin d'une table ou il y a une vraie base légale à ça? Là? Parce qu'évidemment, je pense qu'il faut le réaliser comme ça, là.
il y a une volonté depuis 50 ans que l'Assemblée nationale ne décide pas de la carte, mais c'est vrai que ça ne peut pas être l'exécutif qui va décider pour le législatif, ça ne peut pas être juste le judiciaire de Ouais, son c'est ça. côté. Donc, c'est le législatif qui doit décider quelque part. Mais on a eu cette volonté d'avoir vraiment un bras de distance. Et c'est essentiel. L'indépendance d'une commission de représentation électorale qui fait ce travail-là à toutes les 2 élections, c'est un peu ce qu'on a donné là, comme cadre. Ils le font selon un certain nombre de critères, des critères qui ont été influencés par des décisions de la Cour suprême, entre autres, mais des critères dans le fond, d'équité en termes de vote, de poids électoral, puis de communauté naturelle, c'est le deuxième critère, là, de communauté naturelle par l'histoire, la géographie, la proximité, etc. Et c'est un équilibre entre ces deux-là. Fait que c'est sûr que ça leur donne une certaine marge de manœuvre, mais c'est tellement important que ça soit indépendant puis là, on remonte à loin. Là. C'est Robert Bourassa qui a commencé ce mouvement-là depuis 1971. Puis il y a une citation absolument délicieuse en 1979 que le service de recherche ici, la bibliothèque de l'Assemblée nationale, m'a trouvé dans les débats en Conseil des ministres. Et c'est donc le premier ministre, René Lévesque, qui mentionne que, le gouvernement n'a pas vraiment d'affaires là, en quelque sorte. Il rappelle, en fait, à cet égard, les dispositions du programme du Parti québécois, puis il mentionne que le gouvernement doit faire comme celui d'Ottawa et enlever à l'Assemblée nationale, une fois pour toutes, la tentation de modifier la carte électorale. Mm-hmm. Il est né à New Carlisle. C'est qu'en termes de Gaspésien, en autorité, moi, je trouve que René Lévesque, c'est pas pire. Puis, vraiment, cette réflexion-là, elle touche à ce que le Québec soit finalement une démocratie moderne. T'sais, en quelque sorte, c'est pas juste le vote une fois aux 4 ans, c'est un ensemble de préceptes, de culture, de compréhension qui font qu'on peut y croire que les élections, ce sont des élections qui se déroulent bien, qui donnent les résultats escomptés, puis qu'à la fin, quand on a des décisions de l'Assemblée nationale, quand on a des lois, ben on doit la respecter. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais l'Assemblée nationale non plus n'est pas au-dessus de ses propres lois. Puis ils sont en train de contrevenir à la loi électorale. Ils sont en train d'adopter une carte électorale qui ne respecte pas les critères qu'on s'est nous-mêmes imposés comme étant les plus importants. Moi, je pense en fait que, puis c'est un peu le titre, là, j'ai échoué. J'ai pas tant échoué, parce que pour moi, c'est invraisemblable de penser que je vais passer des dizaines d'heures en commission parlementaire à parler tout seul. Déjà que j'en ai fait 9. Peut-être 9 heures de filibustering, autrement dit. Ben, c'est ça. Puis moi, mon point, c'était pas de filibuster là, en parlant, en lisant le livre de recettes de ma grand-mère. Là. Rand Paul a déjà réussi à faire une vingtaine d'heures, Yuri. Là. Ah, puis c'est encore pire aux États-Unis parce que non seulement ils peuvent pas aller aux toilettes, hein, comme on le sait, mais ils peuvent pas s'arrêter pour boire de l'eau, puis je pense qu'ils font ça debout. Fait que c'est quand même assez astucieux de réussir à faire 20 heures, il faut être préparé. Je n'ai pas eu à faire ça, mais c'est vrai que, comme député indépendant, d'avoir à soumettre des amendements à toutes les 20 minutes, parce qu'il faut gagner des 20 minutes. Après ça, on parle durant 20 minutes. Bien, ce 20 minutes-là, je vous le garantis, à chaque fois, tout ce que j'ai dit, toutes les questions que j'ai soulevées, ça avait un lien direct avec le débat. Puis mon problème, c'est qu'on ne me répondait pas. Puis ça, c'est fou ce que tu dis là, parce répondu. qu'on a déjà vu du filibustering se faire en lisant des bottins téléphoniques au Québec. Là. Exact. Toi, tu l'as fait en parlant du sujet. Puis tu sais, vraiment, là, parce qu'on a un jugement de la Cour suprême, on a un jugement de la Cour d'appel sur la tentative précédente, qui était le projet de loi 59, ça a été déclaré inconstitutionnel, ça a été déclaré inconstitutionnel même par la Cour suprême qui l'a confirmé dans une décision sur le banc, donc ça veut dire ils ont écouté, là, puis au lieu de dire, OK, on va prendre ça en délibéré, on va y penser, ils ont dit, OK, non, clairement, là, vous avez tort, vous avez raison, puis ils ont donné tort au gouvernement du Québec.
dès la fin des plaidoiries. Autrement OK. dit, c'était évident. Puis ils ont dit, on va vous justifier notre décision. Par la suite, on va prendre le temps de l'écrire. Mais on vous l'a dit tout de suite, c'est quoi notre décision. Ça, c'était en avril. Ben, je trouve ça invraisemblable que début mai, on soit revenu avec un projet de loi numéro 3 pour dire, notre loi a été déclarée inconstitutionnelle. Savez-vous quoi, on va en refaire une autre en espérant qu'il n'y ait pas le temps de contester. Ça n'a pas de bon sens. Pensez-y 2 secondes. Moi, je suis un souverainiste, mettons, là, qui veut voter PQ puis qui veut avoir un référendum gagnant. Si le gouvernement du Parti québécois majoritaire tient un référendum, mais qui est en train de se battre en cours pour justifier sa légitimité par rapport à une carte électorale comme ça n'a pas de bon sens. Ben, ça fait Le pas Parti sérieux. libéral non plus, il ne veut pas l'espèce de foire d'empoigne que ça peut créer. Ce sont les fondements de la démocratie. Ça va fonder des décisions du prochain gouvernement. La 44e législature, si on veut qu'elle soit légitime, là, il faudrait utiliser la carte électorale à 125 comtés que le directeur général des élections a publié à la Gazette officielle il y a 5 mois. Ben, parce que la solution facile semble être de toujours augmenter finalement le nombre de sièges. Là. Tu sais, même on regarde historiquement, juste pour le dire aux gens. Là. Donc, on commence en 1867 avec 65 sièges. Et là, progressivement, on passe quelques années plus tard de 65 à 73, de 73 à 74, de 74 à 81. On arrive au début des années 1900, on passe à 85. Et là, on passe le temps. Finalement, dans les années 70, on augmente à 110. C'est ça. On augmente à 110. Dans les dernières années, en 1980, on augmente de 110 à 122. Et en 1988, on augmente finalement à 125 députés. Mais tu sais, tout le monde Puis depuis ce comprend. temps-là, ça a été stable. C'est remarquable, en fait. Ça a été stable, mais tu sais, tout le monde comprend que, puis en plus, juste même au niveau de l'espace, là, tout le monde la voit, là, ça ressemble à quoi cette pièce-là? Vous ne pourrez pas un jour être 300 là-dedans. Fait qu'il faut qu'il y ait comme une réflexion sur est-ce qu'il y a un nombre optimal d'élus au Québec, puis après, on s'arrange avec cette carte-là. Mais est-ce que En tu ce dirais moment, de se servir de son cerveau pour redéfinir ou de repartir en neuf, par exemple, implique une perte d'emploi au niveau de la députation? Et ça, ils sont incapables de vivre avec ça, même s'ils ne sont pas directement concernés. On dirait qu'ils vont défendre un collègue à tout prix. Ils vont dire, hey, si ça arrive, tel collègue, il risque de ne pas se faire réélire et on ne peut pas voter pour ça. À un moment donné, on dirait qu'il n'y a personne qui est indépendant d'esprit dans cette bâtisse-là. en fait, moi, puis c'est ça que j'ai dit pendant mes 9 heures. Je leur ai expliqué Menker, Olson, puis la logique de l'action collective. Il y a 2 députés à la CAQ qui vont perdre énormément. La députée de Bonaventure, le député de Gaspé. Il y a des gens aussi, qui sont élus dans l'Est de Montréal, là, Chantal Rouleau, Karine Boivin-Roy. Mais, somme toute, ces 4 personnes-là vont perdre énormément. Fait qu'ils vont se battre là, comme des diables dans l'eau bénite parce que c'est très, très important pour eux. C'est comme l'enjeu numéro 1. Puis, le prix à payer, c'est une dilution du poids électoral partout ailleurs, mais une petite dilution. T'sais. Sauf que c'est un droit fondamental, le droit de vote. D'avoir un droit de vote équitable, là, c'est fondamental. Fait que, est-ce que les gens qui perdent un tout petit peu vont se battre aussi fort, même s'ils sont plus nombreux? Là? Ils vont être difficiles à rallier, ils vont être difficiles à mobiliser, parce que ceux pour qui c'est super important, eux autres, c'est le combat de leur vie. Fait que finalement, puis c'est comme ça pour la gestion de l'offre, on paye tout un petit peu plus cher, mais tu peux être sûr que si jamais on revient sur la gestion de l'offre, ceux qui en bénéficient vont se battre à la vie à la mort. T'sais. Ben écoute, j'aime ça qu'on se retire un peu de l'arbre puis on regarde un peu plus la forêt. Moi, au fil du temps, quand je regarde la politique des 10 à 12 dernières années, je pense pas que c'était un grand problème avant, mais la politique des 10 à 12 dernières années, il y a un malaise profond qui s'installe dans nos têtes. C'est que la représentativité géographique n'est plus un enjeu que je considère si grave que ça dans ma tête. Par contre, je trouve qu'on a un déficit démocratique au niveau de la représentativité, au niveau de la démographie. Dans le sens que je trouve que présentement, le poids des aînés dans nos décisions est très élevé, puis le poids des jeunes est très faible, puis ça cause des débalancements de toutes sortes de façons, dont notamment ce qui se passe avec les Red Bull présentement. Si on avait une représentativité démographique au niveau de l'âge, donc
les partis soumettent des listes d'élus. Bon, si on a 25 sièges, c'est lui, puis qui rentre, ainsi de suite. Puis cette répartition-là serait faite dans différentes catégories d'âge. Mettons que c'était possible puis qu'on le ferait. Ben, l'histoire des boissons énergisantes qu'on vit depuis un bout, on ne l'aurait pas vécu. Ce ne serait Mhm. pas arrivé, cette histoire-là, en Puis réalité. à la limite, c'est pas juste une question que l'intérêt des jeunes n'est pas pris en compte. C'est peut-être Non. plus subtil, mais je pense que tu as raison, Yann, parce que c'est un réflexe de préservation de certaines institutions, de sécurité, de prendre soin, d'être certain qu'il n'y ait pas trop de dérives, qu'on ne prenne pas de risques. C'est un petit peu, puis là, je le dis comme ça, peut-être pour l'illustrer, là, mais c'est un petit peu quand je suis revenu de ma maîtrise où j'avais une session à Mexico. T'sais. On revient au Québec. Ben, à Mexico, je pense qu'il y a à peu près 50% de la population qui a moins de 30 ans ou moins de 35 ans. Il y a un dynamisme, il y a une effervescence, il y a des Ah projets oui. partout, des commerciaux. C'est sûr que c'est vibrant. T'sais. Ce dynamisme-là, on ne le sent pas autant au Québec, même s'il y a des belles choses. Euh, Parce que on est une population beaucoup plus vieille, en moyenne, puis ça a une influence, je pense aussi, à travers la prise en considération de nos électeurs. Puis c'est bien correct, en fait, là, que les aînés se mobilisent, votent. Moi, je suis absolument en faveur de ça. C'est peut-être aussi de prendre conscience que, il y a une distinction entre différentes perspectives. Il y a des idées politiques peut-être aussi qui sont plus présentes chez les aînés que chez les jeunes. Puis il y a assurément, je pense, chez certains politiciens, une espèce de réflexion, là, je dirais, locale dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on est quand même tous Québécois à la fin. Ben C'est le oui. système québécois qu'on veut faire fonctionner. C'est la politique québécoise qui devrait sortir gagnante de tous les processus, pas la politique gaspésienne, pas la politique montréalaise. Fait que cet oubli-là, moi, m'attriste, me chagrine, mais à coup sûr, elle n'est pas que le fait d'un seul député qui empêche de tourner en rond, c'est la commission de représentation électorale qui dit on contourne le processus, ça se fait pas, qui dit si vous nous aviez dit au départ on va avoir 127 comtés, ben, le quotient électoral, là, le nombre d'électeurs moyens par circonscription, il aurait été différent. Là, vous en ajoutez 2 à la fin du processus. C'est pas comme ça que ça marche. Ça a vraiment des implications énormes. Juge est parti. Ben oui. Puis, à la On fin, veut pas ça. non, c'est ça. Puis c'est un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés. Là, c'est le numéro 3. Mais comment C'est ça l'article qu'on a. 3. Comment C'est ça même qu'il pas y la a cause de un l'absent qui député? peut empiéter là-dessus. Là. Comment ça qu'il y a un député qui parle de ça? Alors, évidemment, il y en a qui en parlent dans leur caucus parce qu'ils font partie Ah, ben oui. de formations politiques. Mais on ne les entend pas sur la place publique. Puis moi, mon problème, c'est que quand il y a des porte-paroles de 4 des 5 partis représentés qui disent « Ah, c'est transpartisan », on dirait que ça leur donne une espèce de cape d'invisibilité comme dans Harry Potter. Là. Puis que, oups, là, ils devraient passer fruit. Tu sais. Non, moi, je m'excuse, mais vous avez négocié ça derrière des portes closes. C'est probablement pas du gerrymandering grossier, mais c'est certainement une préoccupation du Parti libéral qui ne veut pas être perçu contre les régions. C'est certainement une préoccupation du PQ qui se dit ouais, mais là, nous, on pense peut-être avoir un chef dans l'Est de Montréal dont les limites vont être décidées. Implicitement, ça doit faire partie de la réflexion. C'est sûr. Si c'était pas de ça, il n'y aurait pas de raison d'avoir sauvé Montréal. Ça serait que Gaspésie qu'on sauverait. Puis ils se sont fait jouer des tours dans le dernier bout parce que si François Legault démissionne pas, puis il n'y a pas une course à chefferie, puis il n'y a pas une prorogation, puis tout ça, on a le mode habituel de fonctionnement du gouvernement. Ben, ces lois-là auraient toutes passé relativement facilement avec des élus indépendants qui ne pouvaient pas faire grand-chose. La raison pourquoi les élus indépendants ont pu intervenir, puis faire de l'obstruction, puis gérer des. Parce que ça aurait tout passé dans le processus normal, puis on n'aurait même pas entendu parler des nouvelles. Là. Mais là, il y a eu de l'obstruction, il y a eu des craintes que ça passe pas parce qu'on utilisait des processus accélérés. Et à ce moment-là, on était obligé d'avoir des permissions spéciales. Il fallait avoir l'appui de tous. Peux-tu nous l'éclairer un peu? Qu'est-ce qui était vraiment l'enjeu? Qu'est-ce qui a fait en sorte que les députés indépendants, autant au niveau des boissons énergisantes qu'au niveau de la carte électorale, vous avez eu autant de visibilité, autrement dit? Bien, puis ça arrive rarement parce que quand
on demande le consentement pour déroger au règlement de l'Assemblée nationale. Parce que, dans le fond, dans la procédure, là, on cherche à être efficace, hein, puis on se dit, OK, là, on peut-tu faire ça comme ça, puis on s'en parle, puis OK, c'est beau. Fait que, généralement, c'est pas un problème de demander le consentement. C'est le consentement unanime pour déroger à nos règles de fonctionnement. T'sais. Parce que les règles de fonctionnement sont là pour assurer que les débats ont lieu. Puis ça. S'il y a quelqu'un qui se sent lésé là-dedans, il devrait pouvoir le dire. T'sais. Mais évidemment, généralement, ça va de soi. Est-ce qu'on peut présenter une motion de plus là, aujourd'hui, parce qu'il y a comme quelque chose de spectaculaire qui vient de se passer? Ben oui, on va consentir. Mais évidemment, il y a une grosse pression, là, on se comprend. Celui qui ne donne pas son consentement, il faut qu'il se lève dans la chambre, là, devant tous ses collègues, alors que tout le monde est comme oui, oui, go, go, go. Puis qu'ils ne disent pas de consentement, Madame la Présidente. C'est un peu comme quelqu'un qui se lève là, à un mariage, là, quand le curé dit que celui qui. C'est ça, si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il se lève maintenant ou se taise à jamais. Là. Exact. Ben, fait que je me suis pas tué à jamais. Puis on dirait que ça a comme parti le bal. Là, tout à coup, ils ont réalisé que hey, si les 4 parties s'entendent, c'est pas suffisant. Il va falloir en plus parler aux maudits indépendants dans le fond de la salle. Je vous le dis, quand ça a été la procédure accélérée pour le projet de loi là, pour les boissons énergisantes là, qu'on a eu vendredi passé là, de la part de la ministre, là, ben, ça prenait effectivement le consentement unanime. Là, après ça, on se dit, OK, tu sais, je peux accepter la procédure accélérée, on va voter. Moi, je l'ai dit, je vais voter contre. Je ne pense pas que c'est le rôle de l'État de faire ça. Puis, en même temps, est-ce que je vais bloquer la procédure accélérée là-dessus? Ben, en général, on ne bloque pas, on ne fait pas de procédure, là, on laisse passer. Puis moi, je me suis dit, OK, là-dessus, j'ai obtenu un petit quelque chose. Pas grand-chose, mais un petit quelque chose. Puis la ministre l'a annoncé, donc un groupe de travail qui va faire un suivi avec des gens de l'industrie, avec les détaillants, ceux qui vont porter le poids de la réglementation qu'on leur impose, là, ils vont avoir voix au chapitre, puis ils vont surtout être consultés avant tout. Toute modification réglementaire, parce qu'il y a un pouvoir réglementaire dans l'article 1 de ce projet de loi-là que moi, je trouve exagéré. Oui, puis il est très napkinien, le projet de loi, là, on va se le dire. Oui, c'est ça. Mais non, c'est-à-dire que la santé publique, il y a pensé longtemps quand même. Fait que là, ils se donnent des pouvoirs de plus à travers... on donne le pouvoir à la ministre que... Oui, mais on a aimé ça en 2020, la santé publique, qui avait des pouvoirs de plus. C'était vraiment trippant. Ben, hein? Pas pire. Un fun terrible. C'est ça. Fait que là, moi, je me dis, OK, là, il y a peut-être un risque. Là. On peut-tu, s'il vous plaît, se donner quelques balises? Puis ne serait-ce que de dire, on va consulter des gens de l'industrie, des détaillants avant. Puis comme on a de la misère des fois à communiquer avec l'État, puis c'est un peu une boîte noire, ben là, au moins, on a une pointe. Fait que, tu sais, moi, j'ai gagné un tout petit quelque chose. J'ai dit, OK, avec ça, je vais voter contre le projet pareil, mais je ne m'opposerai pas à l'adoption accélérée. Sauf que quand le consentement a été demandé à la Chambre, là, pour la procédure accélérée, je vous le garantis, les 30 ministres, là, ils avaient toute la tête tournée vers nous autres pour savoir si on allait accepter. C'est pas de la pression sociale pantoute, ça. Hein? Non, mais c'est que tout à coup, ils réalisent qu'on existe parce qu'il y a une fois où je me suis levé, puis c'était sur la carte électorale parce que c'était fondamental, mais il y a une fois où je me suis levé pour dire pas de consentement. Puis on dirait que, tu sais, je veux dire, des fins de session parlementaire, il y en a toujours eu, là, il y a toujours eu des embouteillages législatifs. Mais là, on est 9 députés indépendants. On n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous la même réalité. Mais de temps en temps, on se regarde ensemble, là, puis on se dit, hey, là-dessus, moi, je vous le dis, je vais mener une bataille. Puis après ça, les gens décident, tu sais, mais moi, j'ai décidé de mener une bataille sur un fondement de notre démocratie parce que si je n'ai pas réussi à faire avancer le Québec autant que j'aurais voulu, on se comprend, bien peut-être que je vais réussir à empêcher que ça recule. Ouais. Puis à coup sûr, même si c'est adopté aujourd'hui ou demain, ben moi, je le dis, ça va être contesté en cours. C'est trop fondamental. Ben écoute, on espère. Avant de te laisser aller, je te pose une dernière question, Yuri, parce que je sais qu'à 10 heures, il faut que tu sois en chambre. Moi, ça m'a traversé l'esprit les premières fois que j'ai vu l'article, ben, les articles sur ton opposition à ça, puis la réforme de la carte, puis à quel point tout ça soulevait des questions. J'ai pas pu m'empêcher de me dire, ben, ça explique un peu pour tout ça, pourquoi, depuis, je pense, 1980, à peu près toutes les partis ont proposé une réforme du mode de scrutin,
Puis ça a toujours été mis dans les poubelles un coup élu. Parce qu'imaginez toute la merde qu'il y a en ce moment pour redessiner deux, trois comtés. Et là, tu aurais somehow un gouvernement qui irait voir 25 élus ou 30 élus pour leur dire désormais, là, vous êtes sur une liste. Et pour la prochaine élection, votre comté n'existe pas. Tu sais, vous allez être élu si on fait plus que tant de pourcents dans telle affaire. Puis donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais personne qui aura les coups des franges pour réformer le mode de scrutin. C'est pour ça que les partis qui vous promettent ça, là, en réalité, vous mentent. Là. Puis là, je le sais qu'il y en a encore qui se sont engagés là-dessus de tout bord, tout côté. Là. Mais cette réforme-là, je pense qu'elle va être impossible à mener pour les raisons humaines dont on a parlé. Là. Parce que Joe Blow, il est dans un comté quelque part. Son comté, tout d'un coup, il disparaît pour être sur une liste d'un système proportionnel mixte que même si toi, tu penses que tu aurais fait 43 dans ton comté, ça se peut que tu ne sois pas élu parce que c'est le chiffre au national Ouais, qu'on va prendre. Là. puis comment vous faites pour monter dans cette liste-là? Ouais, c'est ça. C'est quoi ta vision par rapport à ça, Yuri? Ben, honnêtement, je pense qu'il y a des avantages certains à notre régime uninominal à un tour. Puis en même temps, il y a des gros désavantages. Fait que, tu sais, dans le débat, généralement, on entend les gens qui disent, ben là, il y a un énorme écart entre, par exemple, un 13% au PCQ puis 0 député, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. C'est vrai. Puis après ça, quand on se dit, OK, on va changer, on va choisir telle formule, ben là, on voit aussi les avantages tout à coup de notre régime où c'est clair, c'est limpide, les gens comprennent l'espèce de un vote pour 3 décisions. Donc, qui va être premier ministre, quel parti va être au pouvoir avec le gouvernement, puis qui va être la personne qui va me représenter, moi, personnellement, dans mon comté. C'est 3 votes distincts, mais on a juste un bulletin. Mais c'est que plus il y a de partis politiques, moins il va avoir d'intérêt à faire ça, puisque dans une lutte à 5, théoriquement, un parti avec 27-28 pourrait prendre le pouvoir. Donc, pourquoi, si je peux prendre le pouvoir à 28, j'irais m'embarquer dans une espèce de réforme qui viendrait m'émasculer en me retirant des sièges et en m'enlevant la possibilité peut-être d'être majoritaire? C'est là où on voit l'importance de la culture, de l'espèce de compréhension fine. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu éthéré, là. C'est presque philosophique là, tu sais, dans la définition de la démocratie puis les bases de la démocratie. Mais dans la vraie vie, si un jour on a un changement de mentalité, peut-être qu'on aura un changement de mode de scrutin, mais pour l'instant, je pense que c'est pas faisable dans le mode actuel. Je suis assez d'accord avec vous deux, puis je vais vous le dire, moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'on a encore de l'éducation à faire, notamment auprès des députés, malheureusement, sur c'est quoi qui est essentiel pour que la confiance des citoyens dans les institutions reste intacte. Parce que sinon, où est-ce qu'on s'en va? Moi, j'ai pas le choix, Yuri. Il faut que je la pose, ma question. C'est-tu arrivé pour vrai qu'ils ont essayé de te passer ça pendant que tu étais aux toilettes? Alors, c'était un peu volontaire de ma part de déclencher le piège à ours là, pour montrer qu'il existe. Parce que, dans le fond... OK, ça, c'est vraiment bon. Non, mais là, tu sais, moi, j'ai pris mon téléphone. Là, je suis en train de faire mon post pour expliquer pourquoi j'ai pas donné mon consentement, puis que c'est pas contre la Gaspésie. Puis là, je travaille là, au Salon Rouge, tu sais. Puis mon téléphone sonne, puis j'ai des demandes d'entrevue. Puis là, les gens veulent savoir, puis Radio Gaspé, tu sais. Fait que, à un moment donné, j'ai pas mal fini. François Carabin m'appelle du devoir. Je prends mon téléphone. Je sors dans l'antichambre. Puis là, je parle à François Carabin. Puis il y a un écran. Fait que là, je regarde ce qui se passe. Puis là, j'attends. Puis oups, à un moment donné, là, je vois Geneviève Hébert, députée de Saint-François, qui, pas trop sûre, est en train de parler. Ah, Madame la Présidente, je pense que je vais prendre une pause. Puis là, ben, Chantal Soucy, qui est comme un peu confrontée à quelque chose de bizarre, mais avez-vous fini votre intervention? Parce que vous ne pourrez pas revenir après. Là. C'est une intervention par. Puis là, ben, puis là, c'est la leader adjointe, Sonia Lebel, qui se lève. Ouais, man. Puis là, je rentre. Je dis à François Carabin, excuse, il va falloir que j'y retourne. T'sais. Puis là, je rentre dans le salon. Là, non, c'est beau, ça va être beau, madame. Après. On peut continuer mon intervention avec la députée de Saint-François. Parce que si je ne l'avais pas déclenché, ce piège-là, les gens auraient dit, ben voyons donc. C'est tiré par les cheveux. Ils ne vont pas faire une demande de consentement juste parce que tu es 2 minutes puis que tu n'es pas là pour dire pas de consentement. Tu n'étais pas aux toilettes, tu étais au téléphone dans l'antichambre. C'est ça. Puis je voulais que ça soit déclenché. Mais évidemment, on se comprend, si j'ai été aux toilettes, ben là, je n'ai pas d'écran. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne reviendrai peut-être pas assez vite. C'est ça aussi, là, si on avait finalement passé
un projet de loi qui, pour moi, s'attaque à la démocratie parce que ma vessie est trop petite, tu comprends? Il me semble que ça aurait été un peu ridicule. Mais en même temps, on voit que Exact. la journée qu'ils ont senti que tu n'étais plus dans l'enceinte, ils y ont pensé. Exactement. Ils y ont Parce que ça pensé. fait partie du réflexe procédural, tu sais. Mais On dit, Ah ouais, comme, vite, il est pas comme là. le fait qu'en commission parlementaire, là, quand je parlais, là, le ministre, il disait, du consentement unanime des membres, là, si les membres l'acceptent, on pourrait rajouter du temps pour l'étude détaillée aujourd'hui, c'est qu'au lieu de finir à 1 heure, on va finir à 1h30. Moi, je ne suis pas membre de la commission. Mais parce que je suis indépendant, j'ai le droit de venir, d'assister, de déposer des motions, mais je n'ai pas de droit de vote. Fait qu'il me rajoute du temps dans ma face pour m'épuiser. T'sais. Ça, c'est de la procédure. Ça, c'est une façon de dire, tiens, si on va t'en remettre mon Je vais tabarnak. faire chier Yuri. Ah C'est ouais, ça. trouve-toi de quoi dire. Puis à la fin, là, quand j'étais, puis là, je suis devenu émotif parce que c'était un peu comme la fin aussi de mon mandat puis de mon travail de député. Mais à la fin de ces 9 heures-là, ben, les remarques finales, pas mal tout le monde a salué mon travail, à commencer par Alexandre Leduc de QS, puis ben, ça m'a touché parce que pour de vrai, ils ont reconnu un petit peu l'espèce de, Ils ont vu que tu avais un peu de chien. valeureux Don Quichotte. Là, tu vois? Ah ouais. Ben, mais tu sais, à un moment donné, il y a une journée, il y a une bataille. Il faut lever sa casquette à un moment donné quand quelqu'un fait des efforts pour quelque chose en quoi qu'il croit. Là. Tu peux pas mépriser ça. Si tu méprises ça, fondamentalement, tu es une mauvaise personne. Ben, tu Ouais, parce que méprises je la comprends pas la démocratie. politique. Parce Ah, que c'est c'est ça. ça. La politique, c'est se battre pour ce qu'on croit. t'sais. Exact. Ben, écoute, on va te laisser retourner en chambre, Yuri, puis on te remercie d'avoir été avec nous autres. Quel plaisir. Merci beaucoup. Yes. Au plaisir. Salut, là. Bye bye.